Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue à CS à l'érable. Aujourd'hui, saison 2, épisode 11. Je suis en compagnie de mon très cher Hedy Raphaël. Comment vas-tu, Hedy? Ça va et toi, Daniel? Ça va, merci. Et on a un invité spécial qui vient de très loin. Xavier Ouellette. Comment ça va, Xavier? Ça va super bien. Merci de m'avoir invité, les gars. Ça fait plaisir. Pour info, pour nos auditeurs, moi et Xavier, Daniel Cameron et Xavier, on a eu la chance de se rencontrer il y a quelques semaines dans sa très jolie ville de Victoria et on a pu visiter ensemble. Il m'a fait visiter le stade de Langford et le centre d'entraînement du Pacific FC. Donc, stade de Langford qui est en deuil aujourd'hui. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, les gars, malgré que la compétition, qu'il n'y a pas de match actuellement, qu'il n'y a pas d'entraînement et tout, il se passe quand même des affaires dans le soccer canadien. Premièrement, je voulais vous parler, je sais pas si nos auditeurs ont eu l'occasion de prendre connaissance de la naissance du mouvement Metro Soccer. Donc, j'ai eu l'occasion d'aborder le sujet dans un épisode de Premier Podcast. Donc, c'est un nouveau mouvement qui est lancé pour soutenir des initiatives pour amener une équipe de soccer canadien, de CanPL dans la grande région de Montréal. Donc, Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, toute la zone, la communauté urbaine, comme l'équivalent du GTA, mais à Montréal. Donc, Xav, toi, je sais que tu as eu l'occasion d'en parler avec Mike. T'en penses quoi de cette initiative? Je pense que c'est super. Je pense que pour les propriétaires qui regardent à la Ligue, comme des investisseurs qui regardent à la Ligue, de voir qu'il y a déjà une initiative mise en place pour une grosse région, fait que ça donne de la flexibilité, puis ça démontre qu'il y a beaucoup d'intérêt au niveau des partisans. Je pense que ça va toujours aider le processus, puis je pense que ça l'aide à prouver que Montréal est probablement un des plus gros marchés qui est pas atteint, surtout dans la province du Québec. Fait que c'est super. Je pense que c'est vraiment une belle initiative, puis je vous félicite sur le travail que vous avez fait là-dessus. Merci beaucoup, mon cher Xav. Et toi, Hedy, tu penses quoi du marché montréalais? Écoute, je trouve que le marché montréalais est quand même... c'est un marché qui est un peu particulier. On le sait très bien que le marché montréalais, Montréal en tant que tel, c'est une ville d'événements. C'est une ville qui va beaucoup bouger une fois qu'il y a un événement, quelque chose de gros. On le sait, quand il y a des gros matchs, par exemple l'Impact de Montréal, il y a toute la ville qui se lève, il y a des foules de 60 000. Sur une saison complète, c'est un peu plus compliqué. C'est difficile d'avoir du monde. Par contre, je trouve qu'un club de CPL qui commence en CPL, surtout dans une jeune CPL, ce serait quelque chose de très intéressant pour Montréal parce que on pourra aller chercher un peu les personnes qui sont vraiment intéressées par le soccer pur et dur et non pas par le foot business comme on l'appelle. Et ce genre de personnes-là, ils vont pouvoir un peu grandir à travers un club. Et grandir avec le club. Un peu comme maintenant ce qu'on voit de ceux de l'Impact de Montréal qui sont là depuis 15-20 ans, avant l'entrée à MLS, avant tout ça. Ces personnes-là, ils sont extrêmement attachés au club. On ferait un peu la même chose avec ce club de CanPL-là. Moi, je trouve que le marché de Montréalais est prêt pour ce genre de choses-là. Donc, voilà, ça c'est mon point de vue par rapport à un club dans la région de Montréal. Merci, Hedy. Je sais que toi, tu es abonné de saison à l'Impact de Montréal, donc tu as quand même d'expérience dans le marché montréalais. Écoutez, je vous invite tous à suivre le mouvement sur les réseaux sociaux. Et un jour, quand cette crise s'arrêtera, il y aura des activités qui auront lieu et tout, puis on en reparlera. Sinon, je voulais vous parler également... je sais pas si vous avez suivi, j'espère que oui. Il y a eu des mouvements dans la Canadian Premier League. Mm-hmm. Il y a eu quelques transferts annoncés cette semaine. Je trouve que c'est une bonne chose d'ailleurs qu'il y ait des transferts. Ça permet de se tenir à jour. Notamment, il y a eu Atlético Ottawa qui a signé 2 joueurs.
un ancien produit de l'Académie de West Ham qui s'appelle Vation Neville, je pense que ça se prononce comme ça. Désolé si je massacrais ton nom. Un invité de moins ACS admirable. Il y a également il y a un milieu de terrain jamaïcain qui s'appelle Tevin Shaw, qui a signé également à Atletico Ottawa. Sinon, à Edmonton, il y a eu un milieu de terrain international canadien qui s'appelle Kevin Aleman, né au Costa Rica, qui a signé à FC Edmonton. Si je me trompe pas, je crois qu'il avait été en Europe ou dans les divisions américaines, je me rappelle plus. Il connaît bien Hansen Boakai et si je me trompe pas, ils se connaissent dans les équipes de jeunes ou donc actuellement c'est les deux recrues c'est la seule recrue récente qu'il y a eu du côté d'Edmonton. Toi, t'en penses quoi, Xav, de ces derniers transferts? Et pour information, Tevin Shaw de Atletico Ottawa, le joueur jamaïcain, il a été recruté également par la base de données de 21st Century. Donc, toi, 21st, exactement, pardon. Toi, t'en penses quoi, Xav, de c'est comme trois joueurs qui sont quand même un petit peu inconnus pour ce marché. Je sais que Alman, le monde le connaît. Je pense qu'il a joué quelques jeux pour l'équipe nationale. C'est quelqu'un, je pense, qui a joué quand même pour un gros club, Saprissa, au Costa Rica. Oui. Fait que, tu sais, déjà, tu vois qu'il y a du potentiel, qu'il a joué quand même sur la plus grosse équipe au Costa Rica. Fait que je pense que c'est une autre addition intéressante qu'on retrouve. L'autre aussi que je trouve très intéressante, c'est Neufville qui a joué à West Ham dans le système d'académie. Puis je crois qu'il a aussi joué pour Newport County aussi. Il a été prêté. Fait que je pense que ça l'amène. C'est un jeune, il est jeune, il a 20 ans. Alors ça l'aide à rajeunir la ligue avec des joueurs qui se sont fait entraîner en Europe par les gros clubs. Fait que c'est toujours des additions qui vont vraiment aider la ligue et leurs équipes respectives. Ouais, exactement. J'ajoute une chose aussi, c'est que j'aime bien, c'est qu'on commence à avoir des mouvements d'équipes d'USL en KNPL, et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, parce qu'on parle de Kevin Aleman qui était bien évidemment qui a joué à Saprissa, mais il vient du Sacramento Republic. Sacramento Republic, on sait très bien, c'est un club de USL maintenant. C'est aussi un club, si je me trompe pas, aussi qui va avoir une extension. Bah oui, il a une expansion, pardon, en MLS dans les prochaines années. Donc bref, c'est pas un petit club de USL, le Republic de Sacramento. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça parce qu'on avait toujours dit, je sais pas si tu te rappelles, Daniel, au début de notre podcast, on était curieux et on était en fait étonnés de voir que certains matchs de la KNPL avaient un niveau égal, voire parfois supérieur à ce qu'on voyait en USL. Et on trouvait ça quand même assez fou. Tandis qu'on pensait que ça allait être loin de ce niveau pour la première année. Ben là, on est en train de le prouver parce qu'on est en train de pouvoir aller chercher ces joueurs-là de USL, la deuxième division américaine, puis l'amener ici en KNPL, en première division canadienne. Et ça, c'est excellent pour le Canada. Moi, c'est ce genre de move-là qui me fait plaisir et qui me donne encore plus espoir pour l'avenir de cette ligue, bien évidemment. Eh bien, c'est vrai, tu avais raison pour Aleman, il jouait en USL l'année passée. Et effectivement, il a bien joué avec Boakai avec l'équipe olympique canadienne. Pour la USL, c'est vrai qu'on avait abordé le sujet avant le début de la ligue l'année passée parce qu'on se questionnait sur le niveau. Moi, pour être honnête, je pense que j'ai pas regardé un match de USL depuis que l'Impact n'a plus joué dedans. Donc, mon seul point de comparaison avec la USL, c'était le Fury d'Ottawa quand il a affronté une équipe de Canadian Premier League qui était Halifax, qui était comme dans la classée dernière et que c'était quand même pas mal serré entre les deux. Sinon, aussi un autre indice, c'est les joueurs de USL, comment ils ont performé dans la CanPL. La plupart,
certains s'en sont bien sortis, certains s'en sont moins bien sortis. Et je crois, à mon humble avis, je sais pas si on en a déjà discuté, ça fait quand même longtemps que ça a été annoncé, mais les joueurs canadiens seront considérés étrangers dans la USL Oui. dans un an, je crois. Donc, soyez pas surpris du tout que des joueurs de USL vont affluer de plus en plus en Canadien. Les joueurs canadiens de USL vont affluer de plus en plus vers la Canadian Premier League. Également, un autre élément, je sais pas si vous vous rappelez, mais beaucoup de joueurs qui signaient à Canadian Premier League l'année passée venaient des équipes de USL League, qui s'appelle aujourd'hui la USL League 2, qui était la PDL à l'époque. Parce qu'il y a quand même 5 clubs canadiens, donc vous en aviez un à Victoria. Ben, vous en aviez un à Victoria. Oui, Xav, ouais. Et désolé. Et également, il y avait des joueurs qui venaient du semi-pro ontarien ou québécois et tout. Donc, c'est pour ça qu'on était très sceptiques quant au niveau annoncé, là. Entre-temps, les choses ont évolué pour le mieux. Parce que la plus grande crainte pour tout le monde, je crois, pour les spectateurs, pour les dirigeants de la Ligue et tout, c'est que le niveau va vers le bas au lieu d'aller vers le haut. Mais je pense que ça va plutôt vers le haut, là. Puis espérons que ça suit cette tangente. Également, je voulais te parler, Xav, du mercato du Pacific FC. Il y a eu plusieurs joueurs qui sont restés. D'autres, un grand joueur, je sais que ça a été crève-cœur pour toi, le départ de Ben Fisk. Il y a eu des arrivées intéressantes, notamment Bustos et il y a peut-être Thomas Meyer-Giguère qui est peut-être moins connu de votre côté, mais au Québec, il y a beaucoup d'espoir en lui parce qu'il était dans l'Académie de l'Impact de Montréal. Et Alejandro Diaz, personnellement, je l'ai jamais vu jouer, mais il était au Club América au Mexique, donc on va présumer qu'il y a peut-être un bon niveau. Sinon, il y avait il y avait quand même d'autres gars du Fury aussi qui sont venus. Il y a eu un Québécois qui était passé par l'Académie de l'Impact de Montréal, mais qui est venu de la NCAA, qui s'appelle Abdou Samake. Donc, il y a quand même pas mal d'arrivées potentiellement intéressantes. Toi, tu penses quoi jusqu'à maintenant du mercato du Pacific FC? Ben, je pense que oui, je pense qu'ils ont rajouté des gros morceaux. Surtout dans les places dans les places sur le terrain où est-ce que il y avait vraiment besoin de renforcement puis de joueurs pour remplacer des joueurs qui sont partis. Entre autres les milieux défensifs comme Thomas Meyer-Giguère et Abdou Samake, justement, qui vont se rejoindre à Luka McNaughton qui joue là en ce moment, qui est le seul qui revient de l'année passée. Callum Irving aussi. Il y a quand même De Jong et Chung, ça va plus être sur les ailes. Là. Exactement. Pardon. Ouais, parce que Starro il est parti et McCurdy aussi, qui étaient les deux autres avec McNaughton l'année passée. Non, on parle de défenseurs centraux dans ce cas-là, si je comprends bien, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Oui, effectivement. Juste m'assurer parce Callum Irving aussi. T'as dit milieux centraux et c'est pour ça que je comprenais pas, mais c'est plus défenseurs centraux. C'est ça, ok. Donc, juste pour m'assurer pour nos auditeurs, on parle de défenseurs centraux. Thomas Meyer-Giguère est bien un défenseur central. Donc, oui, tu peux continuer, je suis désolé. Et surtout Callum Irving qui rentre comme gardien de but. Puis, bien sûr, Marco Bustos qui va rentrer puis va aider à scorer des buts puis à aider l'offensif pour Pacific. Parfait. Est-ce que tu penses que Callum Irving va être le titulaire ou est-ce que ça va être Nolan Worth ou qui tu penses? Parce que on sait que Mark Village a pris sa retraite, mais est-ce que tu penses que Irving a le potentiel de prendre la place de numéro 1? Moi, je crois qu'il l'a en ce moment. Mais je pense que c'est quand même serré entre les deux. Puis je pense que les deux ils vont jouer quand même souvent cette saison. Fait que ça va être intéressant de voir qui déjoue l'autre, dans le fond. Fait que je pense qu'il va quand même avoir une compétition entre les deux joueurs. Mais je pense que ça va être Irving qui va commencer et garder la position au fur de l'année. Mais aussi que Wirth a quand même il y a une symbolique aussi parce que c'est le seul joueur actuellement qui vient de l'île de Vancouver, n'est-ce pas? Oui, en effet. Il vient de Comox, qui est quand même à 3-4 heures de Victoria. Donc, c'est le seul local dans l'équipe actuellement, là. Oui. Okay. Comme joueur. Là.
Puis j'ai une question pour toi par rapport, parce que je regarde un peu, moi, l'effectif, puis sur papier, ça a l'air quand même assez bon, hein. On a de bons petits joueurs qui nous ont impressionnés l'année passée, bien évidemment. Oui, on a vu que Ben Fisk est parti. Par contre, on a quand même deux joueurs qui peuvent le remplacer. On a Marco Bustos et on a Diaz. Même si on le connaît pas, on est capable de voir ce que Bustos est capable de donner, par exemple. Donc, je pense que genre votre équipe s'est beaucoup améliorée et c'est ça que je trouve très 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 intéressant. Mais j'aimerais juste te poser une question par rapport à cet effectif-là, par rapport aux vétérans de cette équipe, parce qu'on sait que c'est une équipe très jeune, le Pacific FC. Les vétérans de l'équipe, ben, on a vu par exemple Marcel De Jong qui était blessé pour toute la saison. Je suis sûr qu'il va avoir la rage, il va vouloir tout prouver pour bien évidemment aider l'équipe à bien performer, peut-être même retrouver l'équipe nationale, parce qu'on sait qu'on a un problème au niveau du latéral gauche. Mais aussi, j'aimerais parler des deux autres vétérans, Marcus Haber et puis Issei Nagajima Farhan, qui ont un peu déçu l'année passée. Je sais pas ce que tu en penses, mais ils ont un peu déçu. On s'attendait à beaucoup plus d'eux. Est-ce que tu penses que ces trois vétérans-là vont être vraiment revanchards et vont pouvoir ramener ce qui manque au Pacific FC? Ben, est-ce qu'avant tout, excuse-moi, est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à Haber et ici? Ouais, on ne sait pas s'ils sont re-signés, mais voyons voir. Prenons en considération qu'ils re-signent. On verra à ce moment-là. Mais j'aimerais avoir la réponse par rapport à si tu penses qu'ils seront importants pour l'équipe si jamais ils signent. Je pense que les deux ils ont un petit peu déçu sur le terrain, puis un petit peu comme avec leur contribution, ben, les trois dans le fond, juste à cause de la blessure à De Jong, mais je pense que les trois ils ont un petit peu déçu avec leur leadership. Je pense que l'équipe était tellement jeune que je pense que ce qui est arrivé, puis ça je spécule un petit peu, là, mais je pense que vraiment l'équipe était vraiment séparée les jeunes et les vieux. Fait que ce serait intéressant de voir s'ils sont capables de remettre ça en place s'ils signent, parce qu'en ce moment ici je pense qu'il a 37 ans maintenant, 36 ans, 37 ans, alors il est à l'âge où est-ce que s'il jouerait, je pense qu'il jouerait le même montant de minutes que l'année passée, qui était déjà pas beaucoup, ou moins même. Fait que c'est comme un petit peu difficile de voir à quel impact il pourrait avoir. Puis Haber, je sais qu'il était blessé. Ils ont remplacé, ben, les deux, je crois qu'ils ont, il y a des joueurs qui les ont remplacés avec leur numéro. Alors Diaz, il a déjà pris le numéro 9, qui était celui de Marcus Haber. Alors ce serait intéressant de voir si ça c'est comme un signe que sont plus avec l'équipe. Fait que ça va être intéressant de voir. Puis je sais que Haber il a aussi enlevé le PFC de son Twitter. Fait que ça reste à voir encore. Oh, ok, cool, ben, c'est bon à savoir. Je sais qu'ils n'avaient pas signé, mais c'est vrai que ça s'annonce pas beau de ce point de vue-là. Mais bon, bref, en tout cas, d'un autre côté, malgré tout ça, je regarde moi votre effectif, puis moi, il me donne envie. Je le trouve quand même assez bon, l'effectif de Pacific FC cette année. Ben oui, puis c'était excitant à regarder, mais là, je compare un petit peu aux autres équipes, puis les changements qu'ils ont fait, puis il y a beaucoup d'équipes, entre autres York et Halifax, qui se sont vraiment améliorées. Fait que ce serait intéressant de voir, de pas trop être excité tôt, parce que on sait pas quand ils vont jouer, là, mais les autres équipes se sont beaucoup améliorées aussi, alors je pense que ça va être très compétitif l'année prochaine. Ben, je vous l'espère. J'ai deux questions pour toi par rapport à l'effectif actuel. Ouais. Est-ce que tu penses que Terran Campbell va être en mesure de reproduire ses performances? Pour moi, c'est difficile de le voir exact. Je pense pas qu'il va l'améliorer. Je pense qu'il va avoir une saison quand même semblable. Peut-être un petit peu moins de buts. Je pense qu'il y avait 11 buts l'année passée que personne avait vu venir. Hein. Fait que je pense que son style, je pense qu'il va quand même être effectif, mais je pense qu'on va avoir une petite diminution avec sa production offensive. Fait que pour moi, je pense que Diaz, Alejandro Diaz, qui ont signé du Mexique, qui était aussi un joueur du 21st Century Scouting. Je pense que c'est un joueur qui est intriguant. Il a 24 ans, il a monté dans le système mexicain.
pour l'équipe, la plus grosse équipe au Mexique. Il était sur l'équipe de jeunesse du Mexique. Alors, c'est intéressant de voir comment un joueur qui a quand même impressionné plus tôt dans sa carrière, qui s'est retrouvé un petit peu perdu dans le système au Mexique, qui vient au Canada puis qui a une chance dans la première division, dans une position où est-ce que c'est un joueur complètement différent. Il est plus rapide que Terran Campbell, qui n'est pas connu pour sa vitesse, qui est plutôt connu pour sa force. Alors, ça va être intéressant d'avoir deux joueurs qui se complimentent un et l'autre parce qu'ils sont tellement opposés. Ouais. Et Ben Fisk parti, Bustos le remplace numériquement, si on veut, parce que Ben Fisk avait quand même un grand apport offensif l'année passée. Bustos avait un grand apport offensif avec le Valor l'année passée. Est-ce que tu penses que c'est un échange, pas un échange, mais est-ce que tu penses que c'est un remplacement, si on veut, gagnant? Je pense qu'on regarde vraiment sur un côté des numéros, des statistiques qui vont amener. Mais je pense que Ben Fisk qui amène sur un côté de leadership, sur l'équipe et dans la communauté aussi, qui va vraiment être manqué. C'est un joueur qui a beaucoup de cœur, qui adore la ville de Victoria. Fait que pour lui, c'était vraiment difficile. J'allais prendre une bière avec lui justement avant qu'il parte pour Ottawa et ensuite Madrid. Alors c'était le fun. On a beaucoup jasé à propos de la décision puis de la situation. Puis il nous a remercié, moi et Blake, deux fans du Pacifique qui avaient invité. Fait que c'est comme, je pense qu'il se sentait mal qu'il devait partir là, parce que je pense que c'était un projet qui était très important pour lui. Mais là, il s'en va vers un nouveau projet là, qui est encore même plus excitant pour lui, qui a encore des aspirations de jouer en Europe. Fait que, c'est dur à digérer pour un fan, mais pour lui, c'est bien de voir qu'il y a encore c'est quelque chose à gagner là, dans la vie. Ouais, je comprends. Et tu penses quoi du nouvel entraîneur, Pam Oduka? J'adore ça. Je pense qu'il va changer la culture autour de l'équipe qui manquait avec Michael Silberbauer l'année passée, qui était plus, qui avait pas de bonne, qui venait pas chercher les joueurs de la bonne façon. Je pense qu'il était trop raide. Pam Oduka, il est adoré déjà au niveau des jeunes qui avaient travaillé avec lui avec les Whitecaps. Fait que pour moi, je pense que c'est un gros changement. Puis je l'ai dit sur le podcast, mais je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est de voir la photo qu'ils ont pris pendant la pré-saison à Tofino il y a quelques semaines. C'est l'équipe au complet qui court dans la pluie, la grosse pluie, puis c'est tous les joueurs qui courent au milieu de la rue, puis au milieu, tu as le coach qui court avec eux autres, qui prend la charge, puis je pense que ça démontre bien qu'est-ce qu'il va amener à l'équipe. Alors, on vous l'espère. Hadi, j'ai une question pour toi. Oui, je suis toujours là. Je suis pas disparu, là. Ouais, dis-moi, tu penses quoi du West Hill Stadium? West Hill Ground? C'est le stade. C'est ça, je me suis pas trompé. Le stade du Pacific FC, tu as eu l'occasion pendant la saison dernière de le voir, comparé avec les autres stades et tout. Ben, c'est sûr que je suis jamais allé, moi, malheureusement. Je sais que toi, je suppose que t'es passé à côté quand t'étais de ce côté. J'ai embarqué sur la pelouse, là, avec Xavier. Ben, voilà, exactement. Ben, moi, j'ai pas eu la chance de le voir. Par contre, écoute, c'est un beau stade, quand même 6000 places, qui fait l'affaire, je pense. Après, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas un fervent supporter des surfaces malheureusement synthétiques. Mais écoute, c'est sûr que point de vue maintenance et ainsi de suite, c'est beaucoup plus adéquat pour des clubs pour des clubs du niveau de KNPL maintenant. Après, dans quelques années, j'espère que on verra de moins en moins ce genre de terrain-là, parce que c'est important c'est important qu'on commence à avoir du vrai gazon, parce que le sport est différent sur du gazon que sur du synthétique, selon moi, à mon humble avis.
Ouais, eh bien, moi, pour y avoir été, je l'ai bien apprécié. Les tribunes sont pas trop loin du stade. Également, le seul problème, quand je le voyais à la télé, c'est la caméra, l'angle de la caméra, là. Puis ça, Xav, c'est très bien pourquoi on a le problème pour placer la caméra. Oui, je me demande c'est quoi. C'est un problème qui va un jour disparaître, on l'espère. Est-ce que tu peux l'expliquer pour nos auditeurs? Ben oui, dans le fond, il y a un poteau électrique dans le chemin qui restricte la hauteur de la caméra. Alors, l'angle est quand même proche du terrain. Alors, je pense que visuellement, c'est pas très plaisant, c'est pas très professionnel, au niveau professionnel, là. Alors, c'est un petit peu embarrassant comme partisan de cette équipe d'avoir ça. La bonne nouvelle pour moi, par contre, c'est que je regarde rarement les matchs à la télé quand ils jouent ici à Victoria. Là, d'habitude, je suis dans le stade, fait que c'est moins un problème pour moi. Mais une autre chose qu'il y a aussi, c'est que quand tu es là et que c'est la nuit, les lumières, ils allument bien quand même le terrain, mais sur la télé, ça se traduit mal. Euh, alors, c'est une autre chose qui joue qui va en place, mais je pense qu'avec moins de matchs pendant la semaine, cette saison, je pense qu'on va avoir moins ce problème-là cette saison-ci. Eh bien, parlant du stade, ce week-end, il devait y avoir 2 matchs de l'équipe nationale masculine au stade Ce de soir, Langford. Ouais, ce soir et ce soir aujourd'hui, on en enregistre le train de. 27 mars 2020. Et également, c'était dimanche, n'est-ce pas? Le dimanche 29 mars. C'était ça les 2 matchs? Non, je pense que. Ah, non, l'autre, c'était mardi le 31. Ah, eh boy, ok. Ah, je croyais que c'était à quelques jours, ok. Il devait y avoir 2 matchs contre Trinité et Tobago. Malheureusement, pour les raisons que vous connaissez tous, les matchs ont été annulés. Eh bien, c'était quand la dernière fois qu'il y a eu un match à Victoria, là? En 1993. C'était à Langford Je sais pas exactement, mais j'imagine que ce serait soit au centre-ville, au Royal Athletic Park, ou ça avait été à UVic dans le Centennial, Centennial Stadium. Fait que je sais pas exactement. Tu sais, j'avais 2 ans. Ok, Euh, ouais. alors, ouais, j'étais pas allé, là, mais ce serait intéressant de voir exactement c'était où. Mais c'est ça que la date que j'avais eue, c'était en 1993. Également, l'année passée, la dernière fois qu'on t'a invité, on a eu l'occasion de parler un peu des Lakeside Boys. Là, vous avez eu un été pas mal chargé l'année passée. Est-ce Oui. que, avec l'arrivée, tu sais, maintenant que vous avez fait une saison complète et tout, est-ce que votre rôle a évolué, notamment avec les Victoria Highlanders, là? Je sais qu'initialement, les Lakeside Boys avaient été comme montés pour cette équipe-là. Là, il y a eu Mhm. l'équipe féminine, il y a eu. Fait que là, actuellement, est-ce que votre rôle a évolué depuis un an? Euh, oui, je pense on continue de supporter les deux équipes en ce moment, puis de montrer notre support, même si on est descendu d'une ligue encore. Ils jouent maintenant dans la PCSL. Euh, alors, On y tu sais, je reviendra. pense que ça. Oui. Alors, tu sais, je pense que les deux, nos nombres, ils ont continué à grandir cette année, fait que ça va être très excitant. On était supposé d'avoir notre party début d'année il y a 2 semaines, puis on a dû l'annuler malheureusement à cause des choses qui se passent dans le monde. Ouais. Euh, mais je pense que ça s'est ralenti là, les 2 dernières semaines. On travaille moins sur nos affaires. On attend encore nos nouveaux écharpes. Fait que j'ai hâte qu'ils arrivent là, parce que c'est toujours, pour moi, c'est la meilleure partie de l'année, c'est d'avoir toutes les nouvelles écharpes. Fait que ça va être. Non, on est excités, puis on a hâte de retourner à West Hills bientôt. Ben, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Également, parlant justement de Victoria Highlanders, on en a discuté il y a quelques semaines avec ton confrère Alexandre Gangué-Huzic pour la BC League One. Mhm. Tu sais, puis on a discuté, toi et moi, en personne également. On a parlé plusieurs fois au podcast ici. Bon, on va revenir sur le sujet parce que nous sommes tous en attente. Ben, je vais voir avec toi, Hedy. Toi, comment tu perçois ça, la BC League One?
Ben, comment je perçois ça? Ben, écoute, ben, déjà, c'est une bonne chose. Plus il y a cet intérêt-là, puis que le sport se développe, mieux c'est. Donc oui, ce serait une bonne chose. C'est une bonne chose pour la BC League One. Est-ce que tu parles du fait que du fait que ça a été acquéri par la KNPL? C'est pas encore le cas pour Ben l'instant. c'est ça, c'est sur le point d'être. En tout cas, les rumeurs, c'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Il y a des rumeurs qui vont dans ce sens-là. Est-ce que la KNPL va attendre que la ligue soit lancée au moins un an ou pas? Ça, c'est Ouais. des éléments c'est des stratégies à valoriser ou pas, là. Exactement, et je pense que c'est dans l'intérêt de la KNPL de le faire, bien évidemment, d'acquérir la BC League One parce que c'est un peu aussi mettre son emprise un peu sur le soccer canadien et qui serait quand même bien évidemment, avec bien évidemment l'aide de la fédération, parce que sans l'aide de la fédération, c'est comme si ben, ce serait un peu comme aller à l'encontre de tout ce qui est logique. Donc, il faudrait que, bien évidemment, ce soit avec l'aide de la fédération que la KNPL puisse, à ce moment-là, dealer tout ça aussi. Parce que ça fera une certaine continuité dans le soccer canadien qui est quand même assez intéressante. Et toi, avant tout, Xav, toi, tu as été impacté par le fait que les Victoria Highlanders ne vont pas jouer en 2020. Ben, vont-ils jouer en 2020? Ça, c'est la question que nous posons tous. Mais ce qui avait été annoncé, c'est qu'en 2020, les Victoria Highlanders vont quitter ils avaient fait un communiqué, là, on en a déjà parlé il y a longtemps. Ils vont quitter la USL League 2 pour soutenir les initiatives locales. Donc, cette année, ils vont jouer dans la Pacific Coast Soccer League, c'est ça? C'est ça. C'est qui est le réseau amateur en Colombie-Britannique. Mhm. Ils ont dit ils voulaient soutenir les initiatives locales, donc une division 3, BC League One, ou peut-être même, ils avaient même parlé de division 2. Donc, toi, tu penses quoi de cette décision des Victoria Highlanders? Est-ce que tu penses qu'ils auraient dû attendre d'avoir une équipe, que la BC League One soit lancée, puis de jouer à un plus haut niveau dans la USL League 2, ou est-ce que tu penses que c'est bien d'encourager, puis de se préparer psychologiquement pour jouer dans une ligue provinciale? Ben, je pense que si le but, c'est de se retrouver dans BC League One, ce serait idéal. Ça devrait être ça leur but. Je pense temporairement, ils se sont comme retirés un petit peu pour, je pense, laisser place aux négociations et à leur participation à la formation de la Ligue. Fait que je pense que c'est pour le mieux qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis je pense que c'est un petit peu plate pour le monde qui supporte l'équipe et les joueurs, j'imagine. Mais non, je pense que ça va aider pour le futur bientôt, là. Ouais, ben, est-ce que vous craignez que, si supposons BC League One va être reporté de plusieurs années, puisque on n'allait pas à la première tentative, puis on avait, je pense qu'il y avait le minimum de 6 équipes et tout, que vous craignez que le Victoria Highlanders va regretter son choix, puis qu'il aurait peut-être dû attendre que ce soit confirmé, là? T'en penses quoi, Heidi, toi? Non, moi je pense pas. Je pense pas qu'il faut regretter son choix. Après, bon, c'est sûr que c'est une décision, j'espère, qui a été réfléchie. Et pourquoi je pense pas qu'ils vont regretter leur choix? Parce que le Canada est en train d'essayer de se faire euh, une place dans le monde du soccer. On le voit, bien évidemment, en faisant, juste en CANPL, en faisant le genre de partenariat qu'ils ont fait avec l'Atlético Madrid. On le voit avec la CANPL. On le voit, il y a eu des rumeurs avec l'Olympique Lyonnais qui pourrait à ce moment-là investir en CANPL. Finalement, ça a été démenti par le président de l'Olympique Lyonnais. Bref, on voit que la CANPL, que pas juste la CANPL, mais le Canada se réveille afin de créer vraiment une pyramide de soccer canadien. Et ce genre de choses-là, moi, je le supporte à 100%. Et je suis content qu'il y a des clubs qui sont prêts à faire les efforts et les sacrifices qu'il faut pour quitter ces ligues américaines et venir vers les ligues canadiennes. Après, je suis pas en train de dire que les clubs de MLS devraient faire de même. On n'est pas là encore, c'est encore très loin. Il faut que
la structure, la pyramide, la structure canadienne parvienne à supporter des clubs avec un budget aussi grand que les clubs de la MLS, les 3 clubs de la MLS. Mais par rapport au niveau des Victoria Highlanders, moi je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Surtout avec la Coupe du Monde en 2026. En plus, bien évidemment. Également, ce que j'avais entendu, c'est que ce qui encourageait les Victoria Highlanders et éventuellement TSS Rovers qui est dans la banlieue de Vancouver, qui joue également dans la USL League 2. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que un des enjeux qui a fait en sorte qu'il serait prêt à embarquer dans la BC League One, c'est que le gagnant de la BC League One pourrait participer à la Voyageurs Cup, ce qui n'est pas le cas actuellement avec la USL League 2. Également, on en a discuté avec Alexandre Ganguirizic et George Sanchez il y a 2 semaines, je crois, par rapport à la BC League One, c'est que une des conditions, c'est que les dépôts de candidature doivent également inclure un club féminin. Donc, toi, t'en penses quoi, Xav, par rapport à ça? Mais moi, je pense que c'est toujours super de promouvoir le jeu pour du côté féminin. Je pense que le Canada, on est quand même fiers de notre équipe nationale. Fait que je pense que c'est toujours garder un équilibre ou au moins améliorer la position du sport féminin. Je pense que c'est super. Puis on l'a vu à Victoria, il y avait une équipe semi-professionnelle, j'imagine, de femmes qui jouaient ici, qui s'appelait Vancouver Island FC. Je pense qu'ils ont malheureusement ils vont pas jouer cette année, mais ils ont joué une année puis ils ont pas perdu une seule fois. C'est toujours bien, je pense que en tant qu'entraîneur de soccer, je coach pour une équipe d'école secondaire ici féminin. Puis pour eux autres, c'est le fun, ils connaissent les madames sur cette équipe. Puis c'est comme ils suivaient ça l'année passée. Alors, je pense toujours qu'il y a une place pour ça. Puis je pense que c'est un bon règlement de mettre en place pour encourager ça. Toi, t'en penses quoi, Eddie, de cette demande de parité? Ben oui, et je le crie sur tous les toits depuis très très longtemps. Je pense que je vous apprends rien pour ceux qui écoutent le CS à l'érable ici depuis qu'on a commencé. Je suis pour une ligue de soccer professionnelle féminine comme une ligue de soccer professionnelle masculine. Après, c'est sûr, ça prend du temps. Oui, c'est sûr, ça va coûter de l'argent. Oui, c'est sûr, il faut voir si l'intérêt va être là pour avoir une une ligue féminine. Mais par contre, si celui qui tente rien, il va rien avoir. Hein. Donc, à un moment donné, il faut tenter. Et très franchement, moi, j'ai vu beaucoup de support à l'équipe nationale féminine canadienne ici au Canada. J'y vois beaucoup de support à l'équipe nationale et je vois pas pourquoi une équipe professionnelle n'attirerait pas du monde. Et ça, j'en suis sûr que ça arriverait. Et pour moi, si jamais tu forces pas ça aux investisseurs, tu vas pas y arriver parce que déjà que tu n'as pas de structure, comme on l'a dit, et tu n'as pas de structure de pyramide de soccer canadienne masculine, pour commencer une féminine qui commencerait, et non pas de 0, mais de -10, parce que maintenant, il n'y a pas grand-chose, à ce moment-là, ça va être encore plus difficile. Donc, obliger les investisseurs à avoir les deux factions, hommes et femmes, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est très bonne chose. Le talent est là. Oui, oui. Bien évidemment. Et on en parle très souvent du talent au Canada. On a du talent. C'est juste qu'ils ne sont pas développés. Il y a peu d'opportunités pour elles et elles doivent aller à l'étranger. Et beaucoup de joueuses, moi je suis sûr, choisissent de ne plus poursuivre une carrière professionnelle parce qu'il n'y a pas d'avenir au Canada. C'est aussi simple que ça. Absolument. Et par rapport aux détracteurs de ce genre d'initiative qui disent que de toute façon, les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses jouent déjà dans des ligues amateurs, par exemple en Colombie-Britannique, vous leur répondez quoi? On va commencer par toi, Xav. Je pense que... Attends, la question, peux-tu juste le répéter? Je pense pas que j'ai compris. En fait, c'est que des gens une des choses que j'entends souvent contre les ligues semi-pro, c'est que les meilleurs joueurs jeunes, on va dire, jouent déjà dans des ligues amateurs dans leur province. Ils sont pas payés.
souvent, là, ou s'ils sont payés, ça va être des petites primes par-ci par-là. Ouais. Et des fois, ils doivent même payer leurs déplacements et tout. Et est-ce qu'une ligue semi-pro aussi, ça va être dans la même veine? En quoi c'est pertinent de l'appeler semi-pro? Ben non, parce que je pense que c'est quand même une étape qu'on prend pour se rendre au niveau professionnel. Fait que, tu sais, c'est comme une grosse marche à monter pour le sport. Puis, non, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Puis, tu sais, c'est quand même une grosse côte à monter, là. Fait que je pense que n'importe quel changement marche. Puis c'est pour le bon. C'est parfait. Et là, je vais parler un peu de la CanPL en général. Aujourd'hui, Jérémy Filosa a écrit un article dans le site web de la radio 98.5. On en a parlé, Hadi et moi, plus tôt. Et il suggérait il faisait une suggestion, là. Après ça, est-ce que c'est lui qui l'a, est-ce que il a été inspiré par des rumeurs qu'il a entendues ou pas, je suis pas au courant. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Mais il suggérait que actuellement, vu la situation du COVID-19, la situation semble être mieux contrôlée au Canada. Donc, il y a des chances que les sports professionnels au Canada reprendront avant les sports professionnels aux États-Unis et par association les sports nord-américains. Il proposait que les clubs de CanPL puissent jouer les clubs canadiens de MLS puissent jouer cette année seulement dans la CanPL, puis peut-être essayer de faire des concessions, notamment avec le contenu de joueurs canadiens, même signer d'autres joueurs canadiens pour qu'ils puissent respecter les quotas, si on veut. Moi, j'ai un avis mitigé sur la question, mais j'aimerais demander à Hadi avant tout. Toi, tu en penses quoi? Ok. C'est une très très grosse question, je trouve, qui peut toucher beaucoup de cordes sensibles chez beaucoup de monde. Ouais. Bon, il y a un côté aussi que la CanPL, est-ce que la CanPL veut ramasser les miettes de clubs de MLS? Je sais pas combien politiquement ça peut se faire. Quand je dis politiquement, un peu, on sait combien la CanPL, quand ils ont lancé la ligue, on sait qu'ils sont sur le long terme ils veulent être en compétition avec la MLS. Donc, c'est quelque chose qui serait quand même un peu bizarre pour que ce soit fait. Bien évidemment, il faut aussi que plusieurs entités soient d'accord. On est en train de penser, il en parle très bien, Jérémy Filosa, dans l'article. Il parle des entités, il parle de la MLS, il parle de la Fédération canadienne de soccer, la Fédération américaine de soccer aussi qui aura son mot à dire. Bref, et la CanPL. Donc, tout ça, on devront être d'accord, ainsi que les clubs. On Ouais. s'entend que pour que ça arrive, il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Par contre, on est dans une situation exceptionnelle en date d'aujourd'hui. C'est du jamais vu. On est dans une situation où l'avenir du sport, et non pas au Canada seulement, mais même dans le monde, est en jeu. Je regarde ce qui est en train de se faire maintenant en Europe. Il y a même maintenant des dirigeants de clubs et des entraîneurs de clubs à travers l'Europe qui demandent à ce que cette saison-là, soit finie au mois de décembre. Et que la saison suivante, ce soit une saison de 3 ou 4 mois qui commence en janvier et finir en mois de mai. C'est du jamais vu en Europe. C'est vraiment du jamais vu. Donc, juste pour vous dire, même les ligues qui sont complètement ancrées en Europe et qui existent depuis des centaines d'années sont en train de se poser des questions et d'envisager des scénarios improbables. Pourquoi pas au Canada? Pourquoi pas aux États-Unis? Donc, moi, si jamais j'étais capable de sortir de tout ce qui est politique derrière tout ça, parce qu'il y a beaucoup de politique derrière, à ce moment-là, je trouve que ce serait très logique et très beau. D'un autre côté, ce serait magnifique pour nous les fans, parce que, en tant que fan, moi, de CanPL et de l'Impact de Montréal et de la MLS, j'ai envie de voir toutes ces entités se battre les unes contre les autres, jauger un peu le niveau, la différence, l'écart de niveau entre les uns et les autres. Je sais que beaucoup de monde pense que les équipes de MLS vont écraser toutes les équipes de CanPL 18-0. Moi, je suis pas trop sûr par rapport à ça. Bref, c'est des choses où on va pouvoir répondre à des questions quand même. Ouais, c'est ça, répondre à des questions qui sont assez intéressantes. Est-ce que finalement la CanPL est bien au niveau? Est-ce que finalement la MLS est bien au-dessus du niveau?
Et d'un autre côté, ça va permettre à nos clubs canadiens de continuer la compétition, à nos joueurs d'entamer une nouvelle année dans leur progression en tant qu'athlètes et de poursuivre leur développement. Donc, on est gagnant-gagnant dans plusieurs points. Par contre, là, on est perdant, c'est le côté politique, c'est le côté orgueil, le côté politique. Et on le sait combien c'est difficile de mettre son orgueil de côté. On le sait combien c'est difficile pour que des politiciens s'entendent. Donc, bref, faut voir si ça arrive, mais moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Et toi, Xav, tu en penses quoi? Je pense que, comme Adi a dit un petit peu, je pense que ça va être trop compliqué pour mettre en place. Juste penser que la MLS sont propriétaires de 51% de chacune des équipes dans la ligue. Alors, je pense que ça complique vraiment les choses sur ce côté-là. Je pense que si on se met dans une position de rêver et de penser à des solutions, je pense que c'est une solution qui est quand même créative, puis sur le côté des fans, c'est très excitant. Comme honnêtement, pour nous ici dans l'Ouest, avoir un match pacifique contre les Whitecaps de Vancouver, je pense que c'est quelque chose qu'on veut tous voir. Juste aller regarder un match à l'extérieur à Vancouver, dans BC Place, pour moi, ce serait vraiment bizarre, puis ce serait excitant à voir. Mais moi, je pense pas que c'est quelque chose qui pourrait se passer. Ok, je vais vous partager mon opinion maintenant. Oui. Mon opinion est assez mitigée. D'un côté, je trouverais ça intéressant de voir les équipes canadiennes de MLS dans la CanPL. Moi, j'habite à Montréal également, donc c'est sûr que ça serait beaucoup plus simple que la dernière fois où j'ai dû me déplacer à Hamilton. Cette année à Ottawa, il y aurait Ottawa cette année. Après ça, il y a plusieurs éléments, comme vous avez dit. Est-ce qu'il y a comme trop de parties prenantes dans la négociation pour que ça soit possible? Il y a des choses que je me demande, puis on va peut-être le savoir. Est-ce qu'il y aurait moyen de, par exemple, créer une entité comme qui jouerait dans cette ligue-là pour 1 an et prêter tous les joueurs, ou peut-être un tour de passe-passe. Ça serait pas quelque chose qui ne nuirait à personne, que les clubs resteraient sous contrat de leur équipe, mais qu'il y aurait, est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution pour plaire à tout le monde? Est-ce que en même temps, il y a plusieurs éléments, par exemple, comme tu as dit, Hadi, la question de niveau, parce je veux dire, il y a personne de nous trois qui va dire que les clubs de CanPL sont au niveau des clubs de Canadiens de MLS, là. Oui, il y a eu, par exemple, Cavalry a battu les Whitecaps, mais à ce moment-là, Cavalry était dans son top et les Whitecaps étaient dans leur down. Puis, non, mais c'est une réalité, là, on va pas absolument d'affaires. Malgré que moi, je veux dire, j'aime la CanPL, j'aime beaucoup plus que la MLS, puis j'espère un jour qu'on pourra rapatrier toutes nos équipes canadiennes, toutes les confondues au Canada, mais ce jour-là, je sais pas si moi je le verrai, là. Mais tout ça pour dire, l'autre côté, c'est que peut-être que c'est le côté qui irait en défaveur de la CanPL, c'est que peut-être que justement ça va décrédibiliser un peu le niveau s'il y a des trop gros écarts de score. Et l'autre côté, ce qui pourrait aller du côté de la CanPL, peut-être que les équipes et les joueurs et tout vont prendre goût à avoir des déplacements parfois plus courts, à avoir des derbies, pas des derbies, mais des rivalités régionales. Parce qu'on s'entend que les seules rivalités en tout cas pour l'Impact de Montréal, là, la seule vraie rivalité qu'on a, c'est avec Vancouver et Toronto là, en MLS, qui sont des équipes canadiennes. Mais il y aurait la chance d'en créer des nouvelles, mettons, tu sais, Montréal-Ottawa. Exactement. Donc, ou peut-être même Montréal-Halifax, parce qu'il y a beaucoup de joueurs québécois à Halifax, puis c'est quand même une équipe pas trop loin. C'est pour Halifax, ce serait l'équipe la plus proche. Donc, c'est... Ce serait Ottawa, là. Non, s'il y a une équipe à Montréal. Comme Montréal est l'équipe, la ville est plus proche d'Halifax que Ottawa. De Halifax. Ok, je pensais de Montréal. Ouais, non, pardon. Mais petit misunderstanding. Donc, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je vous dis que je suis mitigé. Après ça va se concrétiser. Je pense que la situation, au-delà du sportif, il y a des éléments beaucoup plus importants qui est la situation de la santé sanitaire dans les deux pays. Puis, tout dépendant, comme tu as dit, Hadi, c'est des situations exceptionnelles.
Donc, tout dépendant comment ça va évoluer, pardon. On va s'attendre peut-être même que, par exemple, les clubs de USL League 2, autres que Victoria United, vont décider de jouer au Canada cette année. On ne sait pas, là, il y a une tonne de possibilités de scénarios qui peuvent arriver cette année, en 2020. Tout Est-ce que, dépendant. Oui, est-ce que je peux faire juste une petite anecdote 100% canadienne? je t'écoute. Combien ce serait drôle de voir des clubs américains jouer en CanPL? Ah, je serais par terre de rire. Il y avait eu il y avait une rumeur l'année passée d'une ville frontalière qui voulait, je crois que c'était dans l'Ouest américain, qui avait, il y avait une rumeur dans un journal local qui avait parlé de ça, mais je sais pas si c'était juste pour peut-être légitimer un peu l'arrivée des clubs canadiens, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais la CFL, qui est un peu notre fierté canadienne, parce que c'est une des seules ligues canadiennes qui a duré, je crois qu'elle a duré plus longtemps que la NFL d'ailleurs. La CFL a déjà eu des équipes aux États-Unis. Au Las Vegas. Ouais, puis ils devaient même en avoir une au Mississippi. Je crois que même les Alouettes, initialement, c'était une équipe américaine qui a déménagé à Montréal. Ouais. Donc, C'est possible. donc c'est ça, c'est un peu paradoxal. En tout cas, je pense on va le savoir dans les prochains mois, qu'est-ce qui en arriverait. J'ai une question pour toi, Xavier, puis Hadi, j'imagine que tu as une opinion là-dessus. J'ai rarement par pas rapport d'opinion, hein. par rapport à la ligue, l'avenir de la ligue, il y a un sujet qui revient tout le temps, l'expansion. Et là, je vais te demander, est-ce que tu crois que dans un avenir proche, c'est-à-dire horizon 5 ans, on peut avoir une équipe dans Mainland BC, c'est-à-dire soit en Colombie-Britannique, par exemple à Kelowna ou Kamloops, ou dans le grand Vancouver, là, comme Burnaby ou Langley ou Surrey. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est possible? Absolument. Je pense que il y a du monde maintenant qui sont en train de travailler là-dessus puis qui essaient de trouver des solutions. Je sais qu'ils ont déjà trouvé un terrain pour mettre un stade temporaire. Fait que déjà, c'est un gros début. Ce serait à Langley, Ouais. qui est quand même loin de Vancouver. Fait que, tu sais, je pense que ça créerait une nouvelle poche de partisans qui est comme à l'extérieur des Whitecaps. Parce que Langley, pour aller jusqu'au centre-ville de Vancouver, dépendamment du trafic, ça peut prendre jusqu'à 2 heures. Alors, c'est pas toujours faisable pour du monde de Langley ou de la région du Fraser. Fraser Alors, Valley. ouais, de la vallée du Fraser. Fait que je pense vraiment que je pense qu'on est plus proche que ça. Puis je pense que dans 5 ans, je pense qu'il pourrait vraiment fortement avoir une équipe dans le Lower Mainland. Si je comprends bien, la seule place où il y a un stade près dans la région de Vancouver, de la ville de Vancouver, là, c'est Burnaby, c'est ça? Oui, puis ce serait à Swangard où est-ce que les TSS Rovers jouent et où est-ce que les Whitecaps jouaient à l'époque. Et eux, ils sont trop proches de Vancouver pour être un marché intéressant ou ça se pourrait que... Parce que j'ai jamais entendu, depuis que la Ligue, avant même qu'elle soit annoncée, j'ai pas entendu beaucoup de rumeurs par rapport à Burnaby, malgré qu'ils ont déjà un stade. Donc, est-ce qu'il y a des raisons par rapport à ça? Je pense que c'est trop proche de Vancouver. En prenant le SkyTrain, qui est le métro, ça prend gros max 15 minutes de se rendre de Swan Garden à BC Place. Fait que, tu sais, je pense que ce serait dur d'amener du monde de Surrey et de Langley et ces banlieues-là. Si c'est pas dans leur coin. Je pense pas que c'est assez gros comme marché. Comme marché. Fait que pour moi, je pense que ce serait ça ma logique. Puis je suis sûr que les Whitecaps trouveraient une façon de s'impliquer puis de bloquer un mouvement là. À Burnaby? Ouais. Ok, donc ça serait plutôt dans le Fraser Valley. C'est vrai que Surrey, j'y étais il y a quelques semaines, puis c'est quand même en voiture, pas de trafic, c'est quand même 40 minutes de Vancouver, là. Donc, il y a quand même, je veux dire, il y a quand même une distance psychologique qui fait en sorte que, puis s'il y a quand même un bassin de population là-bas, c'est vrai que moi, ce que j'ai toujours entendu parler depuis les dernières années, c'était tout le temps Surrey, ou même dans l'article que j'ai écrit il y a un an sur
les expansions potentielles dans la Canadian Premier League. J'avais parlé de Surrey. Ouais. Donc, à suivre. Toi, t'en penses quoi, Hadi, pour l'expansion dans la région de Vancouver ou en Colombie-Britannique hors, hors Victoria et ville de Vancouver? Bah, c'est sûr que ce serait toujours intéressant, mais je pense que ouais, ce serait intéressant parce que bon, il faut faire attention aussi que quand tu veux parler d'expansion, tu veux parler de villes et d'endroits où il y a un bassin de population important. C'est Ouais. sûr, aller trouver, ben, avec tous mes respects, mais genre aller trouver une ville d'expansion au Yukon, ça va être un peu plus difficile, par exemple. Mais bon, bref. Bref, donc tout ce que j'essaie de dire, c'est que c'est important d'avoir et de profiter de nos bassins de population. Puis pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas une autre équipe de ce côté-là du pays. Moi, je serais pour tant qu'il y a un bassin de population important. Ouais, effectivement, ben ça semble être, tu sais, la Ligue a toujours parlé de bassin de population, de viser des 200 000 habitants et plus pour la première division. Donc, ça, c'est en plein dedans. Si je me trompe pas, la Fraser Valley, ça tombe à peu près dans ces eaux-là, Xav? Oui, oui, justement, dans les eaux. Dans les eaux de la Ok. rivière du Fruit. C'est ça. Pardon. Également, là, on entend parler tout le temps de Saskatchewan qui sont pas mal actifs. L'année passée, il y a eu les Saskatchewan Soccer Summer Series. Sinon, à part ça, il y a tout le temps quelques rumeurs dans le GTA, mais rien de concret. Il y a la province du Québec qu'on attend avec impatience. Donc, je pense que ces prochaines années vont être passionnantes à ce niveau-là. Sinon, comment dire, est-ce que tu penses, Xavier, que le niveau de la ligue va aller en montant? Oui, absolument, toujours. Je pense qu'il y a aussi deux autres marchés que tu n'as pas nommés qui seraient quand même intéressants à rajouter à la discussion aussi, entre autres le Grand River Valley à Waterloo et Kitchener. Fait que je pense que ça, c'est un marché qui est très intéressant. Il y a déjà de l'intérêt, il y a déjà un groupe de supporters qui sont là. Sinon, avec le succès qu'on a vu avec Halifax cette année, je pense que Moncton pourrait aussi être un marché qui serait très intéressant. Et j'ai déjà vu de l'intérêt qui venait de là sur Twitter et sur les médias sociaux. Fait que ce serait intéressant à voir. Oui, par rapport à Moncton, c'est vrai que ça serait intéressant. Il y avait eu il y a environ un an un groupe qui avait parlé dans les médias qui voulait avoir une équipe, mais le gros problème, c'est que Moncton, ils ont le stade, mais pour l'instant, il n'y a pas un seul investisseur qui semble s'être montré le bout du nez. Donc, comme on a pu le constater, il peut avoir du soutien populaire, mais s'il n'y a pas, il peut avoir même un stade. Comme Moncton semble avoir un soutien des instances sportives. Je sais que Soccer New Brunswick avait démontré un soutien à l'époque. Il y avait eu également, je crois que les autorités municipales de Moncton avaient démontré de l'intérêt à l'époque. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'investisseurs. Donc, si on a le stade, on a le soutien populaire, mais pas les investisseurs, c'est très difficile d'avoir un club. Là. Moi, je leur souhaite, honnêtement. Ben, je le sais, moi, honnêtement, je souhaite que la ligue se développe et qu'il y ait plus d'équipes et tout. Mais genre, s'il n'y a pas de stade et d'investisseurs, on n'ira pas bien loin, je crois, là, à mon humble avis. En tout cas, une chose est sûre, le coronavirus tombe au très mauvais moment pour Ouais. la Ligue, la CanPL, parce que on sait combien c'est difficile des projets comme ça qui viennent tout juste de commencer. C'est difficile d'habitude les 5 premières années. Et avoir une année blanche, jusqu'à maintenant, elle n'est pas blanche, mais c'est possible. La possibilité est là d'avoir une année blanche aussi au Canada. Bien, à ce moment-là, ce serait très dommageable pour les investisseurs. Puis ça pourrait causer des problèmes et causer certains investisseurs à ne plus vouloir investir dans cette ligue-là. Donc, faut pas oublier ce côté ici. C'est une possibilité, malheureusement. Il faut pas se leurrer que ça peut venir vraiment affecter notre soccer à nous. Surtout avec, Effectivement.
Ouais. Surtout avec des compagnies comme WestJet puis Swoop qui ont déjà investi dans la ligue. Des compagnies aériennes qui subissent quand même des pertes en ce moment puis des virements. Fait que c'est comme ça rend la tâche un petit peu plus difficile aussi. En passant, je sais pas si vous le savez, mais Swoop appartient à WestJet. Oui, mais j'ai c'est mis ça ensemble. Ouais, mais les fans de... Il y a une joke par rapport aux fans d'ailleurs des Cavalry, là, parce que le Swoop, c'est la branche low cost de WestJet. Donc, les fans de Cavalry ont pris un malin plaisir parce qu'eux, ils ont WestJet sur leur chandail. Et FC Edmonton a Swoop, donc je trouvais que ça envoyait un petit message. Mais en tout cas, on leur souhaite tous bonne chance pour passer à travers. Comme tu as dit, Heidi, c'est sûr que ça sera pas une année facile d'un point de vue financier. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, les amis. On a eu beaucoup de plaisir avec toi, Xavier. Je te remercie d'être venu. Merci, Heidi, pour cet épisode. On essaie de garder la forme sur nos podcasts malgré le contexte actuel. Et pour te suivre, Xavier, peux-tu nous rappeler tes réseaux sociaux? Ouais, sur Twitter, je suis The Hydropole. Sur Instagram, c'est Xav Wallet, Wallet TTE. Et mon site web pour mon graphisme, c'est xavwallet.com. Alors, ouais. Ok, ouais, @The Hydropole sur Twitter, exactement. Ouais. Et toi, Eddie, peux-tu nous rappeler pour les gens qui l'ont pas encore noté depuis un an? Oui, à Commercial Soccer en folie. J'aimerais aussi beaucoup remercier Xavier d'avoir été extrêmement patient avec nous. On a eu quelques petits problèmes pour enregistrer cet épisode et voilà, il a été extrêmement patient. Puis un invité vraiment, vraiment très très intéressant. Merci encore Xavier d'être venu nous rejoindre. Ouais, merci. Ça me fait plaisir. Merci Xavier. Merci beaucoup les gars. Au plaisir de se revoir un jour. J'espère que tu viendras avec nous à Montréal voir un match peut-être spécifique contre l'Impact ou toute autre combinaison est acceptée. Absolument. J'aimerais beaucoup ça. Merci. À bientôt. Alors, je voudrais souhaiter une bonne journée à tous nos auditeurs et faites attention à vous. À la semaine prochaine.